Avec Cevital, une dynamique de croissance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, le Café des Experts Éco est de retour ce lundi, comme chaque lundi sur deux, avec un expert sur deux d'ailleurs, Farhat Ali, bonjour. Mourad Goumelin n'a pas pu venir aujourd'hui. On vous dira dans 15 jours s'il est engagé dans un état-major de campagne. Peut-être qu'on a fait appel à ses connaissances économiques pour un programme économique. C'est ce qui est en vogue en ce moment, n'est-ce pas, Farhat Ali? Possible. C'est très demandé, ces compétences-là. Nous avons, pour parler de notre sujet du jour, le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Hassan Khlifati, président de Alliance. Hassan Khlifati, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio M. Merci pour l'invitation. Alors, le sujet que nous avons choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est un sujet qui ne va pas être évoqué, je pense, beaucoup dans la campagne électorale sur les volets économiques, mais qui est très important. D'ailleurs, un ministre au long cours de la période Bouteflika l'a considéré comme la mère de toutes les réformes. C'est M. Temmar, c'est Temmar ici, d'ailleurs, sur ce plateau, dans le Café des Experts Éco, il avait dit la réforme du marché financier, c'est la mère de toutes les réformes. Et c'est pour cela qu'on a choisi de parler aujourd'hui de cette mère de toutes les réformes, le marché financier. Le marché financier qui, en Algérie, a du mal à décoller quand on veut placer de l'argent, quand on est citoyen, quand on est une entreprise, quand on veut lever des fonds pour le développement. On ne trouve pas réellement de marché financier en Algérie. À quoi sert, première question, messieurs, le marché financier? On va commencer par, pour laisser le temps à Hassan Khlifati de se mettre en jambes, par Farhat Ali. À quoi sert un marché financier? Bon, d'abord, il ne faudrait pas limiter le concept de marché financier à la bourse, à tout ce qu'on connaît comme instrument de financement multiple d'une économie. Le secteur bancaire classique, lui aussi, fait partie du marché financier. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de marché financier. Il y existe un marché financier qui est archaïque, plombé par un centralisme bureaucratique et qui se manifeste à travers, justement, les banques publiques qui détiennent 95% des portefeuilles et des crédits. Mais l'émergence d'un marché financier au sens universel du terme, qui repose sur une réelle épargne privée, épargne publique, est pratiquement tributaire de beaucoup d'autres facteurs que la réforme du marché lui-même. Et il y a des facteurs aussi sociaux, sociologiques, il y a des facteurs de décision politique. Je ne dis pas la volonté de créer un marché financier, mais quand en parallèle, même si vous avez cette volonté, vous plombez le marché financier par d'autres mesures administratives ou bien politiques ou bien même des orientations vers un système économique qui ne tolère pas ce genre de marché. Alors je vais tout de suite poser une question par rapport aux autres mesures qui peuvent plomber l'émergence d'un marché financier et après on va continuer sur le développement des idées de réforme. Est-ce que l'accès facile au crédit bancaire est un facteur qui empêche la sophistication du marché financier? Le fait quand j'ai réfléchi comment je me finance, le crédit est facile d'accès, donc je ne vais pas chercher les autres produits. Bon, contrairement à d'autres pays, le crédit n'est pas aussi facile d'accès que ça. Parce que ça a été dit pendant un moment. Non, quand on parle de facilité d'accès au crédit, il ne faudrait pas prendre quelques cas d'école qui ont des facilités en question, justement, en revolving. Il faut prendre toute projection économique émanant de la société. Le gros de la société se plaint justement du caractère bureaucratique et discrétionnaire du crédit en Algérie. Donc, je peux dire, sans pouvoir me tromper, que les partis qui ne vont pas à la bourse, parce que justement elles ont accès au crédit facilement, n'iraient pas de toute façon à la bourse parce qu'elles ne présentent pas ni les garanties, ni la fiabilité des projets, ni les montages financiers qui permettent justement d'aller à un autre marché financier alternatif. Alors, on a la chance d'avoir donc avec nous Hassan Khlifati, qui est le premier chef d'entreprise à avoir emmené son entreprise à la bourse d'Alger. Est-ce que c'est la première solution qui apparaît à quelqu'un qui est dans la situation d'une entreprise émergente comme Alliance en 2010-2011, au moment où elle a décidé d'aller à la bourse? Est-ce que c'est la première idée à laquelle on pense, d'aller lever des fonds à la bourse d'Alger? Non, en fait, merci pour l'invitation. Je suis, avant de répondre à votre question, je reviendrai sur
sur le marché, la réforme du marché financier dans sa globalité. Je suis d'accord avec Monsieur Farhat. Le fait que aussi il faut intégrer toutes les institutions financières et quasi financières. Les assurances font partie d'un paysage global. La bourse, tous les instruments qui sont mis en place pour constituer un marché financier. Par contre, je voudrais juste dire que la paternité de la mère des réformes ne revient pas à monsieur l'ex-ministre Yaker, qui l'avait dit bien avant. Il y avait beaucoup d'experts qui ont dit que la mère des réformes économiques en Algérie, c'est la réforme du marché financier, parce que c'est l'instrument qui accompagnera toutes les réformes, c'est-à-dire des autres secteurs. Pour nos amis auditeurs, on va c'est le rappeler, club de l'action et des réflexions autour de l'entreprise, et d'autres experts qui l'ont dit bien avant. Pour revenir un petit peu, est-ce que c'est la première pensée d'aller au marché financier pour financer son entreprise? Non, en Algérie, non. Pour l'anecdote, je vous dirais qu'en 2009, quand on a pensé à aller vers la bourse, les premiers obstacles, les premières personnes qui ont essayé de nous refroidir ou de nous dissuader, c'est les responsables des banques de l'époque et les responsables de la bourse de l'époque. C'est-à-dire, ils voulaient pas. Bien sûr, il y a certaines parties qui étaient vraiment favorables, notamment l'ex-ministre des Finances à l'époque, Djoudi, quand il a appris, il a essayé de dire voilà, peut-être pourquoi c'est pas une mauvaise idée, en parenthèse. Mais d'autres ils ont été. Après, bien sûr, on a fait un travail. Il y avait aussi son chef de cabinet à l'époque qui a essayé de comprendre et de nous aider, de nous encourager. C'était des encouragements. Il n'y a pas eu d'aide directe des autorités pour faire réussir cette opération. C'est-à-dire, ils ont été bienveillants parce que ils voulaient qu'une opération pareille réussisse après quelques échecs auparavant. Mais le premier réflexe, d'ailleurs, pour l'histoire, il faut pas oublier que pour l'histoire, Alliance à l'époque, notre groupe, il avait trois solutions qu'on devait présenter pour faire face à une décision brutale d'augmentation de capital réglementé, de multiplier le capital par 7 en un temps record, moins de 11 mois. Donc c'était quand même une décision que nous avons dû ressentir qui était violente pour le marché, pour surtout les compagnies privées, parce que le public, c'est une question d'écriture comptable. Mais bon, nous avons fait face et nous avions trois solutions. À l'époque, il y avait trois solutions soit la première solution, c'était que les actionnaires historiques pouvaient augmenter eux-mêmes le capital, mais il y avait une contrainte, c'est que le législateur, il avait mis une couche supplémentaire, il a exigé que ça soit en numéraire seulement. Donc, c'était quand même, pour un délai de 11 mois, multiplier le capital par 7, c'était quand même compliqué. Deuxième solution, fonds d'investissement, j'imagine. Oui, et là, nous avons eu... On va en dire un mot dans cette émission. Oui, on a eu un fonds d'investissement européen, à l'époque, qui a fait ses due diligence et qui a fait une offre ferme. Et même pour l'histoire, et les documents sont là, on a eu même l'accord du CNI à l'époque. Donc, pour que le fonds prenne 17% et le montant était beaucoup plus important que ce qu'on a obtenu pour 34% à la bourse. Hein. Donc, pour vous dire que nous avons fait beaucoup de sacrifices pour en allant à la bourse. Et la troisième solution, c'était aller à la bourse. Nous avions un objectif stratégique d'abord, parce que nous voulions nous avons cru et j'ai pu convaincre mes co-actionnaires de ne pas aller vers le fonds d'investissement alors qu'il était plus intéressant financièrement pour eux, et que nous devions un petit peu je dirais peut-être c'est pour essayer de donner l'exemple et d'aller de montrer le chemin du marché financier et d'introduire une première compagnie privée dans la bourse et de montrer le chemin pour les autres compagnies. Bon, malheureusement, après, ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à le faire. On va arriver à ce qui s'est passé après. Alors, oui. Alors c'était pas nécessairement, on a bien compris, le premier choix. Pour construire, messieurs, un marché financier, il faut collecter
des fonds, il faut collecter de l'épargne des ménages, l'épargne éventuellement de l'État, bon, même si en Algérie on est dans une situation plutôt où cette épargne a disparu, l'épargne, la trésorerie des entreprises. Est-ce que, question directe, une des raisons pour lesquelles le marché financier ne s'est pas développé en Algérie, c'est que on a une épargne qui est mal définie ou qui est trop faible ou qui échappe pour d'autres raisons à la collecte? Moi, je crois que je prendrais le phénomène à l'inverse de cette thèse, parce que l'épargne, on ne la crée pas avant le marché financier. C'est le marché financier qui est censé drainer l'épargne. S'il est attractif, un marché financier est censé proposer des produits, des plus concrets en matière de création de biens et de services, jusqu'à des produits dérivés, comme cela se fait ailleurs, avec des risques aussi. Mais ceci dit, quand ça devient attractif, quand une bourse est attractive ou toute autre forme de financement, il y a des bourses clandestines à l'extérieur qui drainent des épargnes dans des trucs illégaux. Oui, j'ai vent de gens qui ont été d'ailleurs escroqués. Mais justement, mais ils ont pris le risque quelque part d'être escroqués ou de s'escroquer mutuellement parce qu'il n'existe pas un canal officiel assez attractif pour cette épargne. Il y a bien des gens qui ont de 1 million de dinars à 10 millions de dinars, des fois des économies personnelles qu'ils aimeraient bien placer, mais placer où? Donc de là à dire que l'inexistence de l'épargne a plombé ces marchés financiers, je crois que c'est prendre la chose à reverso. Sans compter qu'en même temps, on dit qu'il existe une épargne informelle, que le gouvernement pourrait lever des épargnes qui m'afflent l'épargne avec le truc l'emprunt obligataire. Donc, on a tout le temps orienté l'épargne des gens vers les circuits bureaucratiques de distribution de rente. Quelque chose qui se dit régulièrement. Pour finir avec ce chapitre des retards qu'on a pris dans l'émergence des marchés financiers modernes en Algérie, l'immobilier a toujours été considéré comme étant la première source de placement, la première destination de placement. Est-ce que ça continue à être le cas aujourd'hui? Est-ce que ça continue à être un handicap pour l'émergence de produits financiers concurrentiels? Je ne pense pas actuellement, mais le Hajj peut-être qu'il a quelqu'un qui revend ses actions dans l'assurance et à l'immobilier. Donc il est plus quand proche de ça. Vous avez levé de fonds en 2011 pour l'entrée au capital d'Alger, vous avez forcément des épargnants qui ont choisi de faire le choix différent, de ne pas acheter un appartement et de le mettre en location, mais d'acheter des actions. Oui, il n'y a pas que l'immobilier aujourd'hui. Il y a l'immobilier, il y a les devises étrangères. Parce qu'aujourd'hui, ça constitue aussi un élément d'épargne. C'est un produit de placement. C'est un produit de placement. Donc, ça reste. Aujourd'hui, l'immobilier, pour certaines régions, notamment dans l'Oranie, il y a une crise sur l'immobilier parce qu'il y a beaucoup d'offres que par. Alger, ça reste quand même relativement protégé parce que l'offre est relativement l'offre privée, je dirais. L'offre est relativement faible par rapport à la demande qui est forte en placement. Et ça reste quand même un refuge. Mais l'épargnant, il est conséquent avec lui parce que un placement en immobilier, c'est quand même quelques dizaines de millions de dinars ou des millions de dinars. C'est pas comme la bourse où on peut quand même placer des montants beaucoup plus bas, c'est-à-dire quelques centaines de milliers de dinars. Mais le problème de la bourse en Algérie, c'est aussi si on revient à la bourse ou au marché financier, c'est la faiblesse de l'offre et de la profondeur du marché, que ce soit en placement, en produit, que ce soit au niveau de la banque ou au niveau de la bourse au marché action. C'est-à-dire au marché action, vous avez 5 ou 6 titres, pas plus, avec et ce qui est bizarre, l'une des spécificités du marché algérien, c'est que chaque année certaines compagnies ou certains titres donnent des dividendes et le prix baisse. Pourquoi il baisse? Parce qu'aujourd'hui, le marché... Le prix de l'action. Le prix de l'action, il baisse. Pourquoi? Parce que le marché, il n'est pas synchronisé. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des actions dans une région donnée, disons Al-Harrach, qui est à 10 km de la place de la bourse d'Alger, il ne sait pas quoi faire avec ça, parce qu'il va chez sa banque, on va lui dire, on ne sait pas comment faire, comme on a eu d'un retour du terrain, on l'a dit même aux autorités concernées, on l'a dit, on lui dit oui, vos titres sont périmés, on a écrit à la compagnie, elle répond pas, alors qu'ils savent pas comment gérer. La compagnie c'est clé. Non, la compagnie
compagnie, disons Allianz, émettrice, ou bien aller voir avec Allianz parce que ils répondent pas. Alors qu'on n'a rien. C'est un marché, on n'a rien à voir. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de communiquer sur nos états financiers, de communiquer sur nos dividendes et sur notre plan stratégique et sur ce genre. Donc aujourd'hui. En fait, on peut l'appeler en un mot, la bourse est illiquide. Elle est illiquide, mais il n'y a pas que... En fait, on est arrivé, Hassan Khlifati, on est arrivé à une situation, juste pour préciser pour le grand public, pour que ça soit pas trop ésotérique, ce qui devait être quelque chose de très liquide, c'est plus facile à vendre une action qu'un appartement, un placement qui devait être un placement souple, qu'on peut récupérer tout de suite, c'est retourné en son inverse. C'est en fait un peu ça. Mais pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Parce qu'aujourd'hui en Algérie, on a tout le décorum, hein. On a tous les textes, on a toutes les institutions, c'est-à-dire on a la commission de supervision, on a la bourse, la société de la bourse, on a Algérie Clearing, on a et on a des IOP. On a plusieurs IOP. Le problème aujourd'hui, le marché financier en Algérie, vous avez 90%, il est drainé par les banques publiques. Les banques publiques, ils ont le plus grand réseau. Le problème des banques publiques, au-delà des compétences ou de la volonté des managers, il y a le problème de la pénalisation de l'acte de gestion. Parce qu'aujourd'hui, quand Allianz est rentré en 2010, après il y a eu Ruiba en 2013 et 2016, il y a eu Biofarm, 3 privés. Il y a eu un élan d'espoir. Il y a eu 142% de souscription. Mais le problème, c'est la bourse, elle essaie de drainer l'épargne des institutionnels ou du grand public, des petits épargnants. Mais quand un petit épargnant, il achète 100 actions, ou 200, ou 2000, ou 3000, pour de 800, 1 million de dinars. Et le jour où il va aller les liquider, ou les liquéfier, c'est le mot est juste, il va pas trouver de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? C'est pas parce qu'il n'y a pas de demande, parce que celui qui est en face de lui, il n'a pas les outils ou il n'a pas le canal pour aller chercher l'acheteur. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu la pénalisation de l'acte de gestion qui a bridé la volonté des managers publics, il faut le dire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète, qui achète une action à 100 dinars, il la vend à 200 dinars, personne ne lui dit merci, mais s'il la vend à 99 dinars, le 1 dinar, il est considéré comme dilapidation de biens publics. Mais c'est ça la vérité. Mais c'est ça la vérité. C'est terrible en anglais. Oui, mais c'est ça. Donc, il veut dire, je préfère ne pas prendre de risques. Je préfère ne pas prendre de risques. Pourquoi je vais prendre de risques pour... Donc, je termine sur ça. Bien sûr, c'est important. Donc, ce qui fait aujourd'hui, on a toujours de le revendiquer, nous, les entreprises cotées en bourse, qu'il y ait une décision politique de la part du gouvernement pour libérer les managers publics sur ce volet. Il y avait un ministre qui voulait un petit peu avancer, malheureusement il n'est pas resté longtemps. C'est M. Ben Khelfa. Oui, parce que on a expliqué que ces managers, ils ont besoin d'une garantie de l'assurance. Pour acheter, pour faire du trading. Parce que la bourse, en fait, c'est ça qu'il s'agit. parce que si on rend la confiance des petits épargnants, ça sera difficile de la rattraper plus tard. Oui. Et ce qui s'est passé aujourd'hui. Barrière à l'entrée, tout à l'heure, Farhat Taïdali, tu avais évoqué aussi le fait que les entreprises, celles qui pouvaient aller chercher des fonds à la bourse, etc., n'étaient pas toujours en conformité, ne pouvaient pas, aussi par le monde management et tout. Il y a ce compartiment PME qui est né, qui a suscité beaucoup d'espoir, y compris chez nous, Interface Média. Il y a une entreprise qui est rentrée, mais il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus. AOM, récemment, on ne demande plus 3 bilans consécutifs positifs, on ne demande plus les garanties qu'on demande à de grands émetteurs comme Allianz. Est-ce que ça peut faire bouger les choses? De toute façon, la dynamique boursière va s'enclencher d'une manière ou d'une autre en Algérie après tarissement du marché financier traditionnel. Donc l'exemple AOM, c'est un précurseur à bas niveau de capitaux, mais qui risque de faire effet de boule de neige à une seule condition, que justement qui n'est pas relative à la bourse, parce que le staff de la bourse d'Alger, il fait ce qu'il croit être juste pour essayer d'avancer. Ils sont dynamiques, mais le problème, en aval, vous avez des banques comme la TCLH, un intermédiaire d'opération en bourse qui est en même temps actionnaire de la bourse, parce que la bourse d'Alger, elle appartient à tout ce bon monde. Déjà, il y a un conflit d'intérêts, de concurrence. Mais en plus, cet agent boursier qui est dans une banque publique a peur
a peur parce que les capitaux sont publics. D'ailleurs, ce qui est vraiment, je dirais, abrantesque qui met Chirac, c'est que les capitaux sociaux sont publics. Mais les émissions de ces banques et l'épargne privée n'est pas publique. Quand vous avez une banque qui a 20 milliards de dinars de capital social et qui n'a pas disparu, où il ont des montants qui appartiennent à ces épargnants ou qu'elle émet, elle fait des émissions monétaires. On leur dit, vous faites la dilapidation de biens publics. Ils sont où les biens publics? Ces banques publiques en elles-mêmes sont une hérésie économique si on veut lancer une économie de marché. C'est le seul pays au monde, actuellement, où on parle d'économie de marché avec des banques publiques qui détiennent 95% des transactions et qui, elles, ne réagissent pas selon les mécanismes de l'économie de marché. Maintenant, elles ont fait intrusion à la bourse à travers, justement, leur détention du capital de la bourse. On ne peut pas avancer comme ça, alors que la bourse est le seul instrument capable de drainer des épargnes qui vont être obligés d'y aller, de toute façon. Parce que l'immobilier, ne peut pas durer. On a compris qu'il y avait déjà une bulle à l'ouest. La bulle, je l'avais dit il y a 3 ans qu'elle allait pratiquement s'effondrer petit à petit selon les régions. Alger, oui, Alger, pour l'instant, l'offre est inférieure à la demande parce que la demande, s'accroche aux 30 milliards de dollars qui restent. Le peu d'argent qui reste, qui tourne, le gros des affaires et des transactions qui génèrent des valeurs ajoutées, c'est Alger. Et comme dans toutes les capitales du monde, quand il y a crise, tout le monde se rabat sur Alger. Mais ça va venir aussi sur Alger. Les gens ne sauront pas quoi faire de capitaux qu'ils détiennent, petits ou grands, avec une dévaluation massive qui s'annonce à l'horizon. Il faudra bien les placer quelque part, ces capitaux. Oui. Alors, on a bien compris que pour les marchés d'actions, on a une grosse difficulté. Peut-être que ce marché est mal né, pour toutes les raisons qui ont été évoquées jusqu'à maintenant. Mais avant même l'émergence du marché action qui n'a pas pu se faire, il y avait le marché des émissions obligataires qui avait à un moment donné fonctionné, notamment au début des années 2000. Il y a eu quelques grandes entreprises, y compris privées, qui avaient financé leur développement en émettant des titres obligataires. Pourquoi ce marché ne revient pas aujourd'hui alors on est en face d'une situation où on a besoin à nouveau de financer comme ça? Actuellement, il est question au niveau de la bourse d'Alger d'utiliser ce marché obligataire même pour des créations d'entreprises, pour des participations au capital de nouvelles entreprises. Je ne sais pas si tu le sais, oui, mais depuis un certain temps, c'est dynamique au niveau de la bourse d'Alger, mais on ne peut pas être dynamique tout seul dans un environnement plombé. Quand c'est plombé en amont et en aval, quand quelqu'un essaye de céder ses actions ou là de se retirer d'un placement, il y a des fois des ministères qui n'ont rien à voir avec le secteur financier qui interviennent. Il y a des fois des ventes où il y a le ministère de l'Industrie. Bientôt le ministère des Affaires religieuses, dernièrement, on a mis effectivement la sortie du fonds d'investissement. Oui. On dira un mot tout à l'heure sur les fonds d'investissement du capital donc Invest Africa Invest, du capital de NCA Ruiba est soumis à autorisation, droit de préemption et est bloqué depuis 4 ans. Voilà, il y a eu des offres d'achat, des reprises en bloc qui ont été bloquées. Le marché obligataire, on avait parlé aussi de Sonel Gaz. C'est un marché sur lequel, par exemple, le métier d'assurance, on ouvre une séquence sur le métier de l'assurance, vous aurez pu placer des produits longs sur un marché obligataire pour la collecte que vous épargnez dans l'assurance vie. Bien sûr, bien sûr. Enfin, vous savez, je reviendrai sur l'assurance vie. Aujourd'hui, il y a eu quelques marchés obligataires, quelques émissions obligataires. Peut-être elles étaient institutionnelles. Par exemple, l'été dernier, on a participé sur la SRH, la société de refinancement hypothécaire. Il y a eu une levée, je crois, de 5 ou 10 milliards de dinars. Nous avons, il y a aussi MLA qui est aussi un leaser donc et qui va aussi émettre un nouveau parce qu'MLA c'est un Maghreb leasing. Maghreb leasing. Par contre, aujourd'hui, on parle justement, c'est ça aujourd'hui qui nous pose problème. En 2011, il y a eu, en 2009, il y a eu une décision brutale d'augmentation et de séparation d'activités vie et non-vie. De l'assurance. L'assurance. Oui. On est passé de 500 millions à 3 milliards de dinars cumulés les deux activités minimum. Ok. Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, c'est pas le niveau du capital c'est pas comme les banques qui est déterminant dans l'activité d'une compagnie d'assurance. C'est la qualité de la réassurance? Oui, c'est la qualité de la réassurance. C'est beaucoup plus la qualité de réassurance. On est passé aussi en 2009, on est passé de 5% de cession obligatoire à 50%. Nous sommes le seul pays au monde qui revient sur des ouvertures aussi brutalement.
Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, regardez, nous avons la Tunisie et le Maroc. Le capital, les entreprises sont toujours mixtes, ceux qui veulent les séparer, mais elles peuvent être mixtes sans aucun problème. Et le minimum, c'est 5 millions de dollars, c'est-à-dire 500 millions de dollars de dinars. Attendez, parce que c'est important. Mixte, ça veut dire qu'elles font la vie et la non-vie sans problème. Et avec 500 millions de dinars de capital minimum, et c'est des marchés qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus ouverts que le marché algérien qui garde 76% public. Le marché des assurances de personnes. On nous a dit, voilà, nous allons séparer, nous allons augmenter le capital et vous allez voir, ça va exploser. Ça va exploser. On est au même point qu'en 2009. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marché financier. Parce qu'un marché des assurances de personnes ne peut pas fonctionner sans un marché financier. Quand vous faites les mêmes schémas, c'est-à-dire vous voulez garder les mêmes schémas et la même organisation, et quand vous dites au manager d'une entreprise d'assurance de personnes, vous lui dites, écoutez, vous devez mettre 50% de vos avoirs en bons de trésor avec un taux négatif. Comment ce manager va essayer de créer de nouveaux produits d'épargne, d'autres produits que l'assurance groupe et l'assurance voyage et le crédit emprunteur. C'est-à-dire, il peut pas assurer un rendement à terme pour vous dire. Alors, voilà. Pour bien expliquer à nos amis auditeurs. Oui. Le besoin du marché financier dans le métier de l'assurance des personnes, l'assurance vie, c'est on collecte de l'épargne auprès des ménages. De l'épargne pour protéger la vie, pour les risques liés à la personne. Oui. Mais cette collecte-là, elle doit être placée dans des produits financiers différents de ce qui existe. Bien sûr, que ce soit dans le marché actions, marché obligations ou d'autres produits financiers voilà. Qui alimenteront le marché financier, qui va alimenter l'économie. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Aujourd'hui, quand vous avez un marché financier dans sa globalité aussi c'est-à-dire primitif, je sais pas si le mot est juste, mais qui n'est pas très dynamique. Donc vous ne pouvez pas développer le marché des assurances de personnes, parce que regardez, là, je vais vous faire une petite révélation peut-être. 2018, vous allez voir le chiffre d'affaires du marché des assurances de il a baissé. Pourquoi il a baissé? Le chiffre d'affaires du marché de l'assurance vie? Oui. A baissé dans le global? Oui, dans le global, il va baisser. Parce que les Algériens ont moins voyagé? Oui, parce qu'il y a moins de visas. Parce que toute la stratégie, elle est basée sur l'assurance voyage. D'accord. Oui, mais ça, là, vraiment, c'est un warning, c'est une alarme. Bien Alors, sûr. est-ce que les émissions de l'État peuvent pallier pendant un certain temps? On pense notamment à à cette levée de fonds qu'a organisé en 2017, le 2016-2017, le gouvernement Sellal, à l'époque, pour faire face au déficit budgétaire. Emprunt obligataire. En plein obligataire pour la croissance, pour être complètement fini. Est-ce que ça aurait pu être une impulsion? Par exemple, il y a eu ce débat, revente des titres sur un marché secondaire, il y en avait qui étaient pour que s'ils soient accessibles à la bourse. Ça n'a pas été retenu. Est-ce qu'on a raté une occasion? On a raté aucune occasion. Mon point de vue sur l'emprunt obligataire Hadak, déjà au départ, il était clair. Il était plombé dans sa genèse et ses finalités, parce que vous voulez emprunt national. Enfin, 550 milliards de dollars quand même. 586 milliards de dinars, dont pratiquement 1350 milliards levés par le gouvernement et l'État, enfin le Trésor, sur ses propres succursales, régulièrement alimentés par les mêmes affluents. Ça, on le sait. Même chez le privé, le gros de ceux qui ont placé quelques petits placements, il y avait premièrement de la cavalerie de mon point de vue, parce que le bon comme une sorte de garantie triangulaire, là ça sent faux déjà. Et maintenant qu'un gouvernement parle de croissance, alors qu'à la fin de l'année, je trouve les 586 milliards les opérations du Trésor en compensation du déficit. Maintenant, vous avez un déficit budgétaire, j'ai le fonctionnement ou l'équipement, oh là là. Le déficit il était de l'ordre pratiquement de 1800 milliards de dinars. عندك وبدا لقط منا انا ما تقوليش هادو تاع لا كرواسونس وهادو ماشي تاع لا كرواسونس. Moi, quand j'ai un déficit global sur la gestion d'une entreprise, dans cette entreprise, est-ce que في الديفيسيت هذاك تجبد لي وراهم تاع لا كونتين من تاع لا بيس ديتاشي ولا من تاع l'exploitation? Ça c'est pour l'utilisation, on est d'accord que sur la prochaine. Mais pour en termes d'incitation à créer un marché financier, si on avait permis à ceux qui avaient souscrit
de revendre sur un marché secondaire. Il y avait quand même 5% de, c'était au-dessus de au-dessus de ce que offrait le marché. Ils étaient incapables de toute façon de les revendre à une marge supérieure. Hein. Ce qu'offrait le gouvernement à l'époque, les 5,75, c'était ce qu'il y avait de maximal à en tirer. Donc je ne vois pas quiconque venir acheter ces trucs obligataires, ces titres, à un taux supérieur alors qu'il ne s'est pas présenté à leur vente pendant 3 mois. Donc les gens ne trouveraient pas de toute façon intérêt à ce placement. Ceux qui ont trouvé intérêt à ce placement, ils l'ont fait. Ceux qui ont été obligés de le faire, d'ailleurs on en a parlé la dernière fois que le Premier ministre demande à ses propres entités économiques de lui remettre donc les fameux bons, d'annuler le crédit. Parce qu'il a trouvé une autre source, en l'occurrence l'imprimante. Donc il fallait penser cette histoire d'imprimante au départ. On a gagné un peu de temps. On a gagné quel temps pour revenir à une situation plus grave, gravissime. Le marché obligataire, il existe depuis longtemps, mais entre les entités financières. Avec la dette publique envers les banques, 12 milliards, à peu près 1230 milliards de dinars, qui traînent depuis 2011, elle s'échange, mais à des taux vraiment assez limites. Messieurs, est-ce qu'on peut dire, vous qui êtes quand même près de ces questions-là, près des marchés et notamment des opportunités de placement, qu'après les 2 échecs, alors relatif pour la levée de fonds, l'emprunt dont on parle, parce qu'on est d'accord pour dire que c'est essentiellement l'institutionnel qui a approvisionné l'emprunt obligataire de l'État, et puis l'échec retentissant de l'émission de la cimenterie de Ain Kbira, qui a sonné presque le glas des nouvelles entrées, puisqu'il n'y en a pas eu depuis, enfin on parle pas d'AOM dans le compartiment. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude sérieuse sur l'épargne encore circulante qu'on peut lever et employer dans un marché financier? Est-ce que c'est pas le signe que peut-être on a asséché? Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont placé dans la devise, qui ont placé à l'étranger. Il y a eu la bulle en Espagne. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un signal assez alarmant? En fait, à mon avis, moi je pense que l'épargne, elle a fui la bourse pour plusieurs raisons, notamment la perte de confiance. La perte de confiance est dans la liquidité relative du marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec 6 titres, ou 5 titres, on n'a pas de profondeur de marché. Quel que soit comment on tourne la question, c'est vrai que l'épargne, elle suit l'intérêt et la flexibilité de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, même ceci, aujourd'hui, je pense, même mis à part peut-être les grandes compagnies public, si un jour l'État décide de mettre une partie, c'est-à-dire telle que Mobilis ou ceux qui sont les autres, ça sera difficile de convaincre les épargnants d'aller vers la bourse parce que ils ont perdu confiance. Ils ont vu 2 ou 3, enfin, je ne dirais pas d'échecs, mais 2 ou 3 exemples où ils ont cru, mais le jour où ils ont voulu récupérer leur épargne, c'était trop compliqué. Aujourd'hui, il y a certaines compagnies, notamment la nôtre, qu'on a essayé de mettre en place un système pour récupérer, pour rassurer les gens, pour répondre à l'offre à chaque fois qu'il y a une. On peut l'expliquer, parce que cette mesure, c'est s'il y a quelqu'un qui veut céder son titre Allianz est automatiquement acheteur. C'est pas Allianz elle-même, mais ses actionnaires historiques qui sont automatiquement acheteurs. On a mis un dispositif au niveau de la bourse, parce qu'Allianz ne peut pas racheter ses propres actions, mais ses actionnaires, ils croient à leur entreprise, c'est-à-dire ils ont dit, voilà, on a mis en place un dispositif de dire avec un IOB, de dire, écoutez, tout. D'ailleurs, la conséquence, c'est qu'il y a d'autres acheteurs qui nous concurrencent sur le titre Allianz. On le voit sur le marché, des fois. Tant mieux pour le titre. Tant mieux pour le titre. Mais aujourd'hui, parce que aujourd'hui, vous savez, le seul pays, enfin, je dirais peut-être, je rejoins Sifrahat, on est le seul pays au monde où des compagnies distribuent des dividendes et leurs titres baissent. C'est anormal. Biopharm et Allianz Assurance distribuent chaque année des dividendes et chaque année leurs titres baissent. On n'arrive pas à l'expliquer. On aurait pu aussi utiliser la bourse pour la règle 51-49 aussi. Alors j'y arrivais. Alors ma question. Oui. Ça ouvre. Merci de m'avoir offert cette transition, Hassan. Ma question. On a échoué à faire émerger un marché financier.
est-ce que pour rattraper tout le gap, tout le retard, est-ce que finalement, c'est une opération, c'est une Algérie où on a absolument besoin du capital étranger pour accélérer la cadence. Alors, avec l'entrée du 51-49 à la Bourse d'Alger, avec les fonds d'investissement étrangers qui apportent peut-être du dynamisme dans l'equity, parce que en fait, on parle de fonds propres, donc dans l'ingénierie de l'equity, est-ce que finalement, ma question est directe, est-ce que finalement, on ne peut pas se priver des capitaux étrangers et du savoir-faire étranger pour rattraper le retard dans l'émergence du marché financier? On n'a pas échoué à faire immerger un marché financier. On n'a pas cherché à le faire. On a réussi à l'immerger. On a réussi à le plomber. Je crois que quelque part c'est délibéré. Maintenant, au grand mot, les grands remèdes. La situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Maintenant, on ne peut même plus exiger des gens de répondre aux règles universellement admises pour l'entrée en bourse, aux règles générales. Sans plomber encore un peu plus la bourse. On est même obligé de faire des concessions sur les exigences, même dans la transparence dans la gestion des entreprises. Nous avons une épargne plombée qu'on doit récupérer, qu'on doit sortir de certains champs qui sont même délictuels. Et sortir de financement d'autres activités assez dangereuses. Et on ne peut même plus exiger ce qu'exigent les Américains ou là, les Anglais ou là pour entrer en bourse. Pour l'emprunt obligataire, pour un argent qui a été destiné à couler pratiquement le circuit économique en finançant les activités du gouvernement au lieu de celles de la sphère économique. Mais maintenant, si c'est pour que la société apprenne à s'autofinancer par interactivité des capitaux taouha, un ngoul jibark. Mais jibark dans le sens mais un capital qui traîne dans le noir. Si je le laisse dans le noir, il est autrement plus dangereux que le supposé blanchiment taou. Alors que la bourse offre ces possibilités. Seulement, les opérateurs publics qui tiennent les rênes de la bourse à travers la capitalisation initiale, qui met les banques, les petits guichets d'opérateurs, d'intermédiaires bancaires qui appartiennent intégralement à ces banques, doivent être concurrencés aussi. Là, il me semble que l'IOB le plus actif, c'est une banque privée. Hein. Moi, j'en ai parlé. On va pas grâce à Allianz. Comme par hasard. Grâce à Allianz, d'accord. Il faudrait qu'il y ait encore d'autres postes pour pouvoir vendre ces produits, pas que les banques. Il n'y a pas que les... Pourquoi vous plombez ça au niveau des banques? Peut-être qu'Algérie Poste, qui n'est pas impliqué justement dans le capital de la bourse et qu'il y a plus un réseau gigantesque et dont les agents ne sont pas plombés par les mêmes considérations que ces banques, pourrait être une très bonne source de placement pour les petites actions. Il faudrait lancer ça, mais je peux vous dire une chose, que la plus grande des réformes n'est pas la réforme du marché financier, c'est la réforme de la vision politique de l'économie et de l'Algérie en général. On ne peut rien faire si on est plombé par le politique. On est d'accord, mais ça on lui consacrera le moment voulu une émission parce qu'il faudra bien parler des programmes électoraux pour la partie économique. Le 51-49, ça signifie quoi exactement? Qu'on pourrait acheter à la bourse jusqu'à hauteur de 49% quand on est un investisseur étranger. Pour moi, pourquoi je dirais la bourse, elle aurait pu être une solution pour trois facteurs. D'abord pour l'argent de l'informel, mais si on a des titres, c'est-à-dire intéressants pour l'épargne, et aussi le 51-49 parce que il y avait la problématique de contrôle des étrangers. Les 51, ça posait beaucoup de problèmes. Donc, elle aurait pu être une solution de dire, écoutez, vous avez les 49%, les 51, il faut les disperser dans le marché, c'est-à-dire avec un appel à l'épargne, à l'épargne, c'est-à-dire pour la création, ce qu'aujourd'hui la bourse ne permet pas. Elle permet, c'est-à-dire on aurait pu, c'est-à-dire si un étranger, une grosse compagnie, une grosse banque internationale qui veut s'installer en Algérie, on aurait pu faire cette ouverture. C'est-à-dire l'apport au capital social se fait à la bourse d'Alger. Voilà. Il se fait à la bourse d'Alger et disperser et régler le problème du contrôle. Parce que quand vous émettez, vous dites, je n'accepte pas que quelqu'un détient plus de 5% en tant que quantité. Donc, vous pouvez régler ce problème de contrôle. Et ça aurait pu être aussi une solution pour les étrangers, pour dire, voilà, au lieu de rester sur la problématique du contrôle 51, on pourrait vous trouver cette solution de dire, voilà, passer par la bourse avec un appel à l'épargne pour des grands groupes internationaux
internationaux, et ça aurait pu être une solution. Après, l'informel aussi, parce que il y a la problématique du halal, sharia compliance, par rapport au placement des gens qui ont de l'argent, et moi j'en ai vu des Alors j'ai entendu un chiffre, 13% des produits aujourd'hui, des transactions boursières se font en séquence finance islamique compatible. Il me semble que c'est beaucoup. J'ai entendu quelqu'un le dire hier sur une chaîne en Algérie. Non. 13%, ça me paraît beaucoup. Enfin, en tout cas, Entre Baraka, Salam, la banque Salam et les quelques produits financiers qui sont... Vu les mouvements qu'il y a dans la bourse actuellement, l'intervention islamique, il n'y a rien. Il y a rien. Enfin, moi, j'y crois pas beaucoup. Non, je pense pas. Aujourd'hui, si on voit les chiffres et le bilan de la SGBV, aujourd'hui, les transactions les plus grosses se fait la quasi-totalité se fait sur les titres déjà cotés. Bien sûr, il y a des transactions sur les titres du Trésor. Ça, c'est un autre compartiment entre nous les assureurs. On intervient aussi sur les titres de Trésor, les obligations, l'achat et la vente, parce que c'est important pour nous pour faire des placements. Mais j'ai pas entendu qu'il y a une vraie activité du compartiment Sharia compliance. Oui. Alors le fonds d'investissement, on espérait, parce que pour se mettre juste une minute ou deux sur la problématique entreprise, oui. Quand on cherche de développement, on cherche. On a parlé tout à l'heure du crédit bancaire. Ça peut être une solution pour le fonds de roulement, pour des petites opérations, mais quand on se place dans le développement de long terme, on a besoin de partenaires en equity qui vont ramener des fonds propres. Les fonds d'investissement, la législation a bougé. Le FCE avait proposé d'ailleurs un fonds d'investissement à 1 milliard de dinars il y a quelques années à Tlemcen, et des acteurs se sont mis sur ce marché, parce que c'est un marché, un fonds d'investissement, c'est investir dans une entreprise et il y a un retour au bout de quelques années sur investissement, c'est la sortie du capital. Là aussi, on a l'impression, notamment avec le FNI, qu'on a raté quelque chose. Le FNI, justement, c'est lui qui a fait rater le décollage d'autres fonds d'investissement. À partir du moment où on rajoute national, sous-entendu public et étatique, hein, c'est ça national. Donc à partir de là, vous pouvez oublier tous les autres. Parce que premièrement, il est doté en capitaux d'une manière qui n'est pas catholique en termes économiques. Il est doté en capitaux de départ par le Trésor public, mais qui en même temps le dote de placements qui sont tout aussi foireux que l'origine des capitaux. Actuellement, le FNI, il est de 700 milliards de dinars, presque 6 milliards de dollars, dont une bonne partie au départ elle est plombée. À la CNR. Ailleurs, c'est les caisses de retraite qui financent les fonds. Mais depuis quand la CNR est une source de dividendes futurs, à moins que tu je ne vois pas comment comment veux-tu créer un petit fonds d'investissement qui sera concurrencé par un mastodonte mal orienté. Jay-Z, c'est Balalia quand même. Jay-Z, SLV, Jay-Z, c'est l'Alia. Jay-Z, c'est l'Alia en dollars. Parce que pour les transferts interflexitaires et tout le reste, pour l'instant, on peut dire que Jay-Z ou tout autre opérateur téléphonique, ils ont amorti leurs investissements matériels. Aujourd'hui, ça dépend des discussions de concierge pour faire du chiffre d'affaires. En ce qui les concerne, avec la dévaluation du dinar, elle a ruiné un petit peu leur capacité de transfert. Ça, c'est le FNI. Et au niveau wilaya, au niveau des wilayas, les fonds de wilaya, est-ce que c'est un acteur qui permet aux entreprises de se développer? Vous en avez vu un opérer? Non, enfin, d'abord, je dirais que les fonds d'investissement, ils sont très très intéressés par les sorties à travers la bourse. Oui. Mais malheureusement, on a eu la belle expérience NCA. La première, après ça a été stoppé net par une intervention pour nous, enfin, qui n'était pas adéquate par rapport à la deuxième opération. C'est-à-dire un ministère de l'Industrie qui intervient, qui fait valoir le droit de préemption. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait et pourquoi ça on a plombé. Et ça, c'est un très très mauvais signal aux autres fonds d'investissement internationaux pour venir en Algérie, parce que la gestion administrative de l'économie n'a jamais donné de résultats, ni ici ni ailleurs. Par rapport aux fonds d'investissement de Wilaya ou FNI, c'est vrai que le FNI au départ, il a suscité beaucoup d'espoir. Après, on a beaucoup parlé de fonds souverains, mais bon, finalement, c'était pas l'objectif de sa création, ni d'effet de levier qu'il devait créer. Aujourd'hui, le FNI, il a fait quelques investissements.
ça serait bien un jour que les responsables du FNI vont à l'Assemblée générale, ils donnent le bilan de leurs investissements et de leur engagement vis-à-vis ou qu'ils communiquent. Ils communiquent peu, le FNI en Algérie, c'est ça le problème. Ils communiquent pas du tout, on n'a pas beaucoup d'informations. Après, les autres fonds locaux ou de wilaya, c'était bien l'idée de base, elle était très bien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on connaît leur bilan? Est-ce qu'on connaît les entreprises où ils ont intervenu? Est-ce qu'ils ont rentabilisé leurs fonds? Je pense que toutes ces idées, elles sont géniales au départ. Mais la gestion politico-administrative les vide de leur sens tout de suite. Alors, messieurs, on va finir cette émission. Vous êtes chef d'entreprise et quand même expert du marché financier par la pratique. Expert, mais aussi chef d'entreprise par la pratique. Un conseil de placement à nos amis auditeurs. On est sur une anticipation. Les réserves de change sont en train de baisser. 2 ans, 3 ans. J'ai entendu les chefs d'entreprise dire j'assèche ma trésorerie en dinars parce que le dinar va clamser. Quels sont les conseils de placement qu'on peut donner au public aujourd'hui? La pierre, c'est connu. Les titres, on en a parlé à la bourse. Quels sont les conseils on va donner des conseils corrects. On va pas parler de la Colombie. Des conseils à rendement ou des conseils sécurisants? Parce qu'il y a des placements. On peut citer les deux. Il y a des placements à rendement et des placements sécurisants. Par exemple, l'or est une valeur sécurisante. Mais en matière de rendement immédiat, il peut même y avoir un recul des valeurs. Moi, personnellement, je conseille l'or. Mais quand on parle aux gens il y a des gens qui disent, mais le placement en devise, ça c'est pour sécuriser face à la dévaluation. Mais l'offre de devise n'est pas conforme à la demande s'il y a une panique. Donc forcément, c'est le marché de la devise ne nous offre pas l'équivalent de toutes les épargnes oisives qui ont peur d'être dévaluées. Le canal de Moga de Square avec l'idée que on va acheter les dollars. Même le bonhomme qui les vend, il dit double mais donc automatiquement il va garder ses dollars. Ça ne tient pas la route comme logique. Personnellement, je conseille aux Algériens de placer leurs fonds et leurs espoirs aussi dans des entreprises qui tiennent la route en dehors de l'intrusion de la bureaucratie. Dans l'immédiat, il y a moyen d'investir dans ce pays, il faut investir dans ce pays, mais seulement tant qu'il c'est plombé par le Wali X, le chef d'Aïra Y ou le ministre Z, on n'est pas sorti de l'auberge. Le conseil, il est intéressant, moi il m'intéresse beaucoup, sauf qu'il y a aussi du point de vue c'est l'inverse des devises, du point de vue de l'offre. Il y a que 3 entreprises qui sont à la privée, qui sont à la bourse d'Alger. Même public, on va rajouter. Le RACI est un superbe actif. On peut aller acheter de l'Euracie à la bourse d'Alger. Mais c'est faible. Non, mais je ne parle pas de la bourse d'Alger quand je parle de placement, parce que quand on parlait d'or mais comment on peut placer chez quelqu'un qui ouvre pas son capital? Figurez-vous que les gens, ils font des placements. Ils font des placements, mais chez la bourse, même pas la banque, ils font des placements, des fois, qu'ils estiment risqués, mais qu'ils préfèrent risquer. Que dans des banques où c'est encore plus risqué. Parce que la bureaucratie, elle tue plus que le risque économique. Hassan Khalifati, je m'attends à ce que le conseil soit un peu semblable, investir dans les actifs d'entreprise. Oui, certainement. Parce que aujourd'hui, quelle que soit la situation, je pense que l'Algérie a des très bonnes perspectives de développement au-delà des, c'est-à-dire des avis des uns et des autres. Je pense que les actifs des entreprises, c'est le plus sûr. Bien sûr, après, il faut choisir quel actif investir. Même au-delà de la bourse, on n'est pas obligé de passer par la bourse, mais parce que le marché est là, la perspective économique de l'Algérie, je pense que même le marché financier, son redécollage, il peut être très rapide à condition qu'il y ait juste des conditions politiques plus favorables. Très bien, messieurs. On termine avec une note très positive. Nos amis auditeurs ont retenu, si vous avez des intentions de placement en Algérie, achetez des actifs d'entreprise. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Avec Cevital, une dynamique de croissance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.